Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce Panocrime 2021. On aurait aimé vous parler de, ou plutôt, on aurait préféré ne pas vous parler d'Apache, Log4j et JNDI, car cette vulnérabilité permet à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance en soumettant des données à une application qui utilise la bibliothèque Log4j. Alors, cette attaque peut être réalisée sans être authentifiée et la portée de cette vulnérabilité est mondiale car le nombre de systèmes impactés est gigantesque. L'énumération et la mise à jour multiples des applications maison ou tierces a dû occuper les derniers jours de 2021 pour les équipes de sécurité et devrait encore les occuper en 2022. Vous avez à l'écran une liste d'applications vulnérables que les 250 premières, non vulnérables ou corrigées, rappelant à la fois la nécessité de contrôler ses propres développements ainsi que ceux de ses fournisseurs. Alors, cette vulnérabilité a entraîné des prises de décision parfois radicales, dont celle du gouvernement du Québec, qui a coupé l'accès à tous ces sites, 3992 pour être exact, le temps de vérifier la présence de Log4j sur ces équipements, faute de recensement exhaustif. Une autre conséquence de la découverte de cette vulnérabilité se trouve en Chine, car en application d'une récente loi, le ministère de l'Industrie et de l'Information suspend sa coopération avec Alibaba Cloud au motif que celui-ci n'a pas immédiatement partagé la découverte de cette vulnérabilité avec l'agence gouvernementale. Comme nous avons pu le voir dans les précédentes présentations, en 2021, il y a eu de nombreuses vulnérabilités découvertes et on peut se poser la question de la gestion de la déclaration responsable de celle-ci. On aurait également aimé vous parler d'intelligence artificielle utilisée pour créer des deepfakes audio et vidéo impressionnants de réalisme. Cette technologie est parfaite pour l'usurpation d'identité, les vidéos pornographiques en étant le premier exemple. Mais les escrocs n'ont pas tardé à utiliser cette technologie afin de réaliser des détournements financiers. Ainsi, souvenez-vous, dans la version 1.0 des arnaques au président, qui consiste à se faire passer pour le PDG d'une entreprise pour lui soutirer des fonds, eh bien cette arnaque s'exécute habituellement par email. Et la version 2.0 agrémente cette attaque d'un appel téléphonique pour plus de réalisme et utilise un deepfake audio. Le premier cas recensé a eu lieu en mars 2019 et il a visé le PDG d'une filiale anglaise d'une entreprise allemande dans le secteur de l'énergie. Celui-ci pensait discuter au téléphone avec son supérieur qui lui demandait d'effectuer un virement à un fournisseur hongrois. Bien entendu, cette requête était urgente et devait être exécutée dans l'heure. Le préjudice fut de 240 000 euros. Le second cas est reporté en 2021 et a visé le directeur d'une banque située aux Émirats arabes unis. Celui-ci a reçu l'appel d'un PDG d'une entreprise avec laquelle il avait déjà parlé et dont il pensait reconnaître la voix. L'entreprise avait besoin d'un virement d'un montant de 35 millions de dollars pour réaliser une acquisition et ce coup de téléphone a permis de valider le versement. Le progrès et le réalisme de ces technologies leur permettent d'être couramment utilisées par les entreprises de manière légitime. Il devient de plus en plus difficile de distinguer les usages légitimes et des abus. Et d'ailleurs, les entreprises du numérique s'associent au gouvernement et investissent massivement dans les technologies qui permettent de détecter les deepfakes, car les conséquences peuvent représenter des questions de sécurité nationale. On aurait également aimé vous parler d'attaques qui ciblent très largement les acteurs des Jeux Olympiques, à la fois les organisateurs, les services logistiques, voire même les sponsors. Et à l'occasion des Jeux de Tokyo, il y a eu des milliards d'événements à vérifier et 70 000 alertes avérées durant les 20 jours de compétition, ce qui représente 3 500 alertes par jour. Donc on imagine aisément l'ampleur de la tâche. Et les amateurs de scénarios catastrophes peuvent s'en donner à cœur joie. Les possibilités de perturber les jeux sont énormes, allant du sabotage des infrastructures à la perturbation des équipes et pourquoi pas en bloquant leurs chambres d'hôtel par exemple. Donc en conclusion, les prochains Jeux olympiques devront clairement faire face à de nombreuses tentatives d'attaque dont les cibles ne seront pas uniquement celles auxquelles on pense en premier lieu. On aurait également aimé vous parler d'événements Canada Dry et ils ont l'apparence d'une cyberattaque, ils ont le goût d'une cyberattaque, mais ils n'en sont pas. Et on ne peut s'empêcher de penser à Stuxnet en 2010 et son successeur en 2018, quand un accident a touché la centrale d'enrichissement d'uranium de Natanz. Un autre incident remarqué est celui de TF1 qui a vu l'impossibilité de diffuser son JT en direct le 18 février. Et c'est une panne réseau qui empêche le logiciel qui gère à la fois le conducteur et la diffusion des reportages. C'est une mauvaise nouvelle et elle n'arrive bien souvent rarement seule. Les logiciels de secours prévus pour contourner cette panne n'ont pas pu démarrer. Donc le journal a été annulé, remplacé par un reportage préenregistré. De nombreux internautes ont spéculé sur une attaque et non pas une panne.
Et puis pendant 6 heures environ, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mais aussi les messageries, WhatsApp ou Messenger étaient totalement inaccessibles. Et la cause est le changement de configuration d'un des routeurs principaux qui a provoqué un effet en cascade de paralysie des data centers de l'entreprise. Cette erreur de configuration a eu des impacts sur d'autres éléments, comme les accès aux locaux ou des outils internes, compliquant d'autant la résolution du problème. Selon la journaliste Joyce Karam, Facebook aurait perdu 160 millions de dollars par heure durant cette panne. Et tout ceci nous rappelle l'importance de la cybersécurité, notre dépendance à l'IT et l'organisation et le test des plans de continuité d'activité. Ça nous rappelle également qu'il y a un temps incompressible d'analyse nécessaire avant de tirer des conclusions sur un incident, une panne ou une cyberattaque. Et pour terminer, on aurait aimé vous parler d'eux, ou plutôt vous révéler l'identité de Satoshi Nakamoto, car on sait à quel point les crypto-monnaies sont impliquées dans des transactions légales et illégales, dont les attaques de rançon logiciel, qui ont eu encore une fois cette année la part belle. Et c'est une procédure judiciaire aux USA qui pourrait permettre de lever le voile sur le créateur du Bitcoin. C'est un procès en apparence banal qui se déroule en Floride. La famille d'un homme décédé poursuit son ancien associé pour régulariser le contrôle de leurs actifs. Il se trouve que les actifs en question sont constitués d'environ 1 million de bitcoins. Je vous laisse faire la conversion. Ce qui appartiendrait au créateur du bitcoin. Et la famille du défunt affirme que lui et son associé se cachaient ensemble derrière le nom de Nakamoto et qu'elle a donc le droit à la moitié de cette fortune. Le suspense reste entier. Je vous remercie et je cède la place à Jérôme pour la conclusion.